bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau Women's Café. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir sur le thème de s'engager pour changer le monde en mieux. Je suis Alexia Patrinos et avec moi pour animer ce soir, nous avons Adeline Lenz de l'équipe Women. Bonsoir Adeline. Tu es en mute, je pense. Bonsoir Alexia, bonsoir à tous. Nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Isabelle Rousseau de la communauté Neoma Alumni Engage for Positive Impact. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors, quelques mots sur ce nouveau rendez-vous. Bon, vous le savez, Women by Neoma Alumni, woo.men, c'est le réseau mixte de femmes et des hommes de Neoma engagés pour faire de l'égalité et de la diversité une réalité dans les entreprises et dans la société. Nous avons la chance d'avoir comme marraine Andrélès Garcia Poveda, qui est présidente du groupe Legrand, l'une des deux seules présidentes d'un groupe du CAC 40, donc important de le souligner. Et le Women's Café, c'est la rencontre de 60 minutes avec des hommes et des femmes qui bougent les lignes de la parité dans leur métier et qui sont de vrais engagés. Alors évidemment, Women fait bien entendu partie et soutient la communauté des engagés Neoma Alumni. Et Isabelle, si tu veux nous dire quelques mots sur Engage for Positive Impact, ce serait super. Bonsoir à tous, avec plaisir. J'étais ravie d'être invitée ce soir. Alors en effet, c'est une toute jeune communauté, cette communauté des Neoma Alumni Engage for Positive Impact. L'objectif, c'est de rassembler tous les alumni qui agissent déjà ou qui souhaitent agir pour l'environnement et la société. Notre mission, c'est vraiment d'être en soutien, en support pour que les alumni puissent, après, dans leurs entreprises et dans leur vie, puissent agir et impacter positivement. Alors évidemment, plus de 75 000 alumni étudiants, hein, c'est un potentiel gigantesque. C'est une communauté qui est complètement, tout à fait complémentaire aux clubs et tribus existants, hein, déjà chez Neoma Alumni. Nous avons aussi une marraine, hein, qui est Sandrine Conseiller, la CEO de Aigle, hein, qui nous soutient. Voilà, donc beaucoup de projets. Donc je vous invite, on va vous mettre les liens pour lire le manifeste. Je vous invite à vous engager. Si vous souhaitez aussi nous rejoindre dans l'animation de cette communauté, nous sommes aujourd'hui 14 à démarrer toute cette animation. Donc, si vous voulez nous rejoindre aussi directement, n'hésitez pas, hein, nous sommes là. Voilà, et donc ravis d'être présente ce soir pour ce web café de Women. Et ravis de faire partie des engagés. Alors aujourd'hui, en fait, on va parler puissance de transformation des marques dites positives, hein, c'est-à-dire celles qui se sont données pour mission d'améliorer le monde en fait à leur échelle. Pour 73% des Français, les entreprises ont le pouvoir de transformer la société. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est aux sociétés de changer le monde? Bon, moi, j'en suis convaincue et je crois que de plus en plus d'entre elles le sont, à voir le nombre croissant d'entreprises qui se font certifier B Corp ou qui deviennent entreprises à mission depuis la création de la loi Pacte en 2018. Alors, pour parler de ça aujourd'hui, nous recevons pendant donc 60 minutes deux alumni de Neoma qui ont tous les deux choisi l'impact, que ce soit en intégrant une entreprise à mission ou en la créant, à commencer par Lionel Taureau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Alexia, bonsoir à tous. Alors Lionel, il est Global Vice President de la société The Body Shop, qui a été fondée en 1976 par une pionnière de la beauté bio, activiste et féministe, Dame Anita Roddick, je crois qu'on ne la présente plus. L'entreprise est certifiée B Corp depuis 2019 et est officiellement la plus grande entreprise B Corp jamais fondée par une femme. Nous accueillons également Virginie Nantas. Bonsoir Virginie. Bonsoir Alexia. Et bonsoir Virginie, c'est la fondatrice de E2R Paris, entre deux rétros. Alors, cette pionnière hein, qui était déjà convaincue par la mode durable, elle n'a pas attendu le tournant de l'upcycling pour fonder il y a 10 ans Entre deux rétros. C'est une marque de sacs, bagages et accessoires de mode durable fabriqués à partir de matériaux upcyclés de tissu automobile. Donc, cuir, tissu, ceinture de sécurité, un truc incroyable. Alors, à vous qui êtes en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&R parce qu'on prendra 15 minutes à la fin de cette interview pour y répondre. Alors Virginie, Lionel, merci d'être avec nous ce soir. Virginie, honneur aux femmes, je commence par toi. Virginie, tu es diplômée de Neoma, Rouen, en 95. Tu as toujours eu envie d'entreprendre et pourtant, c'est vraiment
qu'à presque 40 ans que tu as le déclic, après 15 ans de carrière, dont 10 ans au sein de Bouygues Télécom. Alors, en 2011, tu fondes E2R Paris, Entre deux rétros. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce qu'est Entre deux rétros et nous partager ce qui t'a poussé à sauter le pas et plonger dans l'aventure de l'entrepreneuriat à impact? Bien sûr. Déjà, je suis très flattée et très heureuse d'être là parce qu'en effet, mon entreprise est une petite à côté de The Body Shop et de beaucoup d'entre elles. Et du coup, c'est vrai que c'est un honneur parce qu'aujourd'hui, mon impact est faible, mais je pense que je fais partie de pas mal d'entrepreneurs qui mettent la RSE au cœur de leur raison d'être. Donc voilà, encore merci. Alors, qu'est-ce qui m'a poussée à faire ça? Plusieurs choses. Déjà, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Donc, je pense que j'avais vraiment la fibre qui était en moi et j'avais depuis toute petite cette envie d'entreprendre. Je ne savais pas vraiment dans quoi, mais voilà, ça me tenait au corps. Après, comme tu l'as dit, 15 années dans des entreprises à grands groupes, il se trouvait que je trouvais que ma carrière plafonnait un petit peu. J'étais peut-être un petit peu étiquetée la femme qui a 3 enfants et qui ne va pas évoluer. C'est vrai que par ailleurs, aller jouer des coudes dans les entreprises pour montrer sa tête et montrer qu'on est très bien, c'est pas trop. Je suis pas très bonne pour faire ça. Voilà, donc j'avais plein d'idées qui me trottaient en tête. J'ai commencé à travailler sur plusieurs business plans de plusieurs idées d'entreprise et j'ai été mise en relation grâce à mon père avec une entreprise qui avait des chutes de tissus automobiles. Il se trouve que ces tissus automobiles, l'industrie automobile a des problématiques de les recycler et qu'elles étaient soit détruites, soit jetées, soit enfouies pour ne pas le dire. Et là, c'est ma fibre éco-responsable qui a parlé. Je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas se permettre aujourd'hui, en 2011, de jeter des matériaux. J'avoue que le jeter des choses, c'est quelque chose qui m'a toujours profondément révoltée, de faire du gâchis. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ce sont des matériaux qui sont connus pour des qualités énormes, ce sont des matériaux techniques, puisque évidemment, le cahier des charges de l'industrie automobile est énorme. Et du coup, ni une ni deux, je me suis dit, faire des sacs avec des tissus robustes, ça me semble assez évident. Et voilà comment je me suis lancée dans l'aventure. Génial. Alors Lionel, toi, quelques mots pour te présenter. Donc, toi, tu es diplômé de Neoma Business School Reims 92. Tu as plus de 25 ans d'expérience dans la beauté et le soin. Tu commences chez Johnson & Johnson, entreprise dans laquelle tu restes 17 ans. Et c'est d'abord avec ta forte implication auprès des associations de patients, comme l'Association française des diabétiques ou Vaincre le mélanome, que tu prends conscience de l'impact positif que peuvent avoir les marques de beauté sur la société. Puis tu rejoins le groupe L'Occitane en 2012. Là encore, tu es sensibilisé à l'impact de l'industrie de la beauté sur l'environnement, l'inclusion et le genre. Tu deviens d'abord directeur général monde de Melvita, le leader français de la beauté bio, puis Chief Group Officer de la marque de beauté naturelle L'Occitane. Et enfin, tu changes. En mai 2018, tu rejoins The Body Shop, dont tu prends la vice-présidence de la marque, une marque britannique emblématique et militante, ce que je disais tout à l'heure. C'est ton ancien patron qui t'appelle suite à l'acquisition de The Body Shop par le groupe Natura & Co, qui est un géant brésilien de la beauté et leader du développement durable. Et alors, tu l'embarques The Body Shop dans la certification B Corp et la redécouverte de sa raison d'être, celle qu'incarnait déjà, comme je le disais tout à l'heure, sa fondatrice Damanita Rodi, qui est une vraie militante, puisque en 1976, elle pensait déjà, quelle pionnière, que les entreprises, et je la cite, façonnent le monde et qu'elles sont capables de changer la société de toutes les manières possibles. Alors, il faut absolument que tu nous racontes cette aventure de Body Shop. Oui, bonsoir Alexia, bonsoir à tous. Alors effectivement, je vais vous parler un petit peu d'Anita. Je suis très honoré d'ailleurs ce soir de venir parler d'elle, de The Body Shop et de notre raison d'être. Alors moi, je dirais pas que je suis tombé dans le bain en étant petit. C'est vraiment, ça a été plutôt un cheminement personnel qui a commencé probablement après avoir eu des enfants, parce que je pense que comme beaucoup d'entre nous, je me pose la question du monde qu'on va leur laisser, tout simplement. J'ai également des jeunes filles, des adolescentes maintenant, donc elles n'hésitent pas à me challenger, c'est à la fois sur des sujets de justice sociale, de protection de l'environnement. Je pense que ce sont des sujets qui tiennent beaucoup à cœur de cette nouvelle génération et elles nous apprennent beaucoup. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus engagées d'ailleurs que notre génération l'était. Donc je pense que pour nous, c'est plutôt un éveil. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que depuis que je suis chez Body Shop, c'est quelque chose qui avait déjà un petit peu commencé avant, mais je trouve que mon métier a retrouvé du sens.
et je me sens encore plus passionné qu'au début de ma carrière professionnelle. Et je pense que vous allez comprendre, que je vous explique un petit peu justement l'histoire d'Anita Roddick. C'est une histoire qui a commencé en 1976 avec l'ouverture d'une boutique écologique, une petite boutique à Brighton. Elle avait repeint les murs en vert parce qu'elle voulait cacher les taches. Elle avait acheté des flacons à l'hôpital local parce que c'était une entrepreneur et qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter du packaging. Elle a lancé ses premiers produits à base d'ingrédients naturels et elle a ouvert le premier programme de recharge en magasin, mais tout simplement parce qu'elle voulait faire des économies à ses clientes. Mais aussi, ce qui est passionnant, c'est que c'était une femme avec une forte personnalité, une vraie entrepreneur, et elle a vraiment façonné The Body Shop autour de ses valeurs. Et c'était, il faut se rappeler, c'était dans les années 80, c'était au moment du cynisme, j'allais dire, des années Thatcher. Et Anita, vraiment, elle détonnait, elle était convaincue, alors je vais reprendre son expression, qu'un business pouvait être une force du bien et pouvait œuvrer au profit du progrès social et environnemental. Et aussi, quelque chose qui était très important pour elle, c'est qu'elle plaçait la relation humaine, la collaboration et le collectif au cœur de son approche. Elle a par exemple fondé les premières communautés de commerce équitable pour sourcer des ingrédients naturels, avec un slogan qui était Trade, not Aid. Donc, on fait du commerce pour vraiment donner de l'empowerment, de l'émancipation aux gens, pour faire un empowerment qui soit économique. C'était aussi une féministe, une anticonformiste. Elle rejetait notamment les idéaux qui étaient inatteignables de la beauté. Elle pensait que les rituels cosmétiques pouvaient promouvoir l'estime de soi. Et donc, elle avait vraiment une vision originale de la beauté qui devait être avant tout l'expression de la personnalité, plutôt que des canons de beauté physique et un petit peu superficiels. C'était aussi une militante avant l'heure, je dirais, avant que ce soit la mode pour les entreprises. Sa première campagne, c'était contre la chasse à la baleine avec Greenpeace. C'était également des campagnes contre la violence domestique, ou pour dénoncer Shell au Nigeria et son impact sur l'environnement, où elle était la première à parler du phénomène des feux de forêt dans l'Amazonie et à mobiliser le monde entier autour de cette problématique. Et donc, Anita, c'était vraiment l'incarnation de la mission sociale de l'entreprise. La marque a connu un succès fulgurant. On est présent aujourd'hui dans plus de 60 pays. On a plus de 3000 boutiques. Et surtout, c'est quelqu'un qui a influencé la philosophie des mouvements qu'on voit actuellement, comme le mouvement B Corp. Et avec B Corp, on dit on ne veut pas être la meilleure société dans le monde, mais on veut être la meilleure société pour le monde. C'est vraiment un petit peu notre philosophie. Je pense que c'est une jolie philosophie. Alors, ce qui s'est passé aussi avec Anita, c'est qu'elle a été gravement malade. Elle a décidé de vendre The Body Shop à L'Oréal en 2007, dans l'espoir de changer la multinationale de l'intérieur. En tout cas, c'était sa conversation avec Owen Jones à l'époque. Il l'avait convaincu en disant, en rejoignant L'Oréal, on va faire changer les choses dans l'industrie. Malheureusement, il y a eu, je pense, même si on peut dire que L'Oréal a sauvé TBS de la faillite et de difficultés financières qu'elle avait à l'époque, il y a eu un formidable flash de culture et je dirais l'âme un petit peu anticonformiste de The Body Shop n'a pas eu un grand fit avec L'Oréal, et au bout d'une dizaine d'années, la marque a été revendue à Natura. Donc, comme tu disais, ce groupe brésilien et écologique, qui est aussi un géant des cosmétiques et qui est très engagé notamment dans la défense de l'Amazonie, avec des fondateurs qui sont des grands admirateurs d'Anita Roddick, et qui nous ont donné un petit peu carte blanche pour retrouver notre ADN et redéfinir notre raison d'être et s'en servir pour rajeunir la marque, ce qui est un petit peu ma mission. Donc aujourd'hui, pour conclure, pour moi, travailler chez Body Shop, c'est l'opportunité de cette sensation de créer un impact positif un petit peu tous les jours dans une entreprise qui a une culture absolument formidable et avec des gens et surtout un collectif qui est complètement convaincu. Voilà, en tout cas, pour répondre à cette première question. C'est vrai que Anita Roddick est assez formidable et je suppose qu'effectivement, son esprit est dans tout The Body Shop. Alors, la question que je voulais vous poser aussi, c'est que s'engager, c'est très à la mode en fait. On parle beaucoup de raison d'être en ce moment dans toutes les entreprises. Il y a une grosse recherche de sens, mais il faut dire que s'engager, ça consiste pas seulement à rédiger sa raison d'être.
c'est une démarche qui est vraiment exigeante, qui doit embarquer l'ensemble des parties prenantes, les salariés, mais aussi les parties prenantes externes. Et ça implique des actions concrètes, stratégiques, voire des fois une certaine forme de renoncement. Enfin bref, c'est pas un slogan, hein, ce sont des initiatives concrètes. Et Virginie, Lionel, vous avez plein d'exemples concrets d'initiatives et de décisions que vous avez prises dans votre entreprise et qui incombent votre raison d'être à nous partager. Et peut-être même que vous avez dû ou eu à renoncer ou à remettre en cause certaines décisions par souci de cohérence avec cette raison d'être. Est-ce que vous pourriez nous partager ça, Virginie? Complètement, c'est-à-dire que il suffit, enfin, c'est très beau de dire je vais upcycler des matériaux, mais après, ça a énormément d'impact pour l'entreprise. Et quand on dit, en effet, dans sa raison d'être qu'on veut être RSE, après, il faut le mettre en œuvre et il faut le dérouler sur tout, je dirais, tous les canaux de l'entreprise. Donc, nous, par quoi ça a commencé? Par, en effet, cette opportunité de récupérer les tissus automobiles. Donc, on a commencé par ça. Ensuite, on a récupéré les ceintures de sécurité. Ensuite, on a ajouté d'autres matériaux, etc. Donc, il y a tout ce principe de récupérer les matériaux. Donc, ça, c'est au niveau de la conception du produit. Qu'est-ce que ça veut dire quand on fait ça? Ça veut dire que, en fait, ça bouleverse toute la façon de penser, toute la façon de faire de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise normale qui fait de la maroquinerie, elle dessine ses collections, elle va ensuite acheter la matière et ensuite, elle va produire ses produits. Nous, on part dans une démarche inverse. Donc, c'est-à-dire qu'on a une matière existante et à partir de ça, il faut créer des produits. Donc, en fait, ça va impacter toute la chaîne de production et du coup, ça va avoir des répercussions aussi bien au niveau coût qu'au niveau organisation, qu'au niveau commercial. Aujourd'hui, quand vous dites à un client que quand le tissu est épuisé, il va trouver le modèle, mais dans un autre tissu, il a du mal à comprendre parce que lui, il a envie qu'il y ait une continuité de modèle. Donc, c'est vraiment… donc, c'est le premier truc sur lequel je voulais insister, c'est que c'est une vraie contrainte pour l'entreprise qui impacte tous les maillons de l'entreprise. Donc, ça, c'est un des éléments, c'est la matière, c'est le produit. Comme tu disais, ensuite, quelles sont les décisions que j'ai prises au niveau de l'entreprise pour être le plus RSE possible? L'idée, c'est de produire le plus proche de la France. Donc, j'ai choisi un atelier qui est installé à Casablanca, au Maroc, parce que par ailleurs, ma famille est implantée au Maroc. Mais il se trouve que j'ai choisi ça aussi parce que quand on est petit, il faut produire le plus près possible de ses consommateurs. Et donc, j'ai choisi le Maroc où il n'y a que du transport routier, où finalement, je ne vais pas faire venir des containers qui viennent de loin. Un autre élément impactant, c'est les emballages. On dit non au plastique, ça, c'est plus possible d'avoir des emballages plastiques. Donc, j'ai choisi d'emballer mes produits dans des tissus, pareil, upcyclés. Je récupère des chutes de tissus, je fais des pochons et je les emballe là-dedans. Donc, ça, c'est sur la partie produit. Une autre décision que j'ai prise pour l'entreprise, vous connaissez tous maintenant le Black Friday puisqu'on est tous inondés de publicité à cette période-là. Moi, je me suis dit non seulement hors de question de faire du Black Friday, je vais faire du Green Friday, donc ça c'est pour le dernier vendredi de novembre, mais je vais le mettre en place toute l'année finalement, parce qu'en fait, moi ce que je veux montrer, c'est que je veux être engagée tout au long de l'année, et donc tous les gens qui achètent sur mon site un vendredi l'année, je reverse 5% de ce chiffre d'affaires à des associations. J'ai choisi de soutenir Tara Océan et Plastique Odyssée, qui luttent contre la pollution plastique des océans, et aussi contre une autre association qui s'appelle Arcat, qui qui investit dans la recherche contre le sida. Donc voilà, donc l'idée c'est de se dire, voilà, tout client qui achète chez moi, il contribue d'une façon ou d'une autre au développement durable de la planète. Je ne sais plus si j'avais noté d'autres choses, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est d'impacter tous les maillons et puis ça se vit aussi dans le quotidien. Alors après, j'ai pas une grande entreprise comme The Body Shop, mais le jour où j'aurai des gros locaux, c'est évidemment l'implanter au niveau des locaux. Et évidemment, c'est le zéro papier. Bon, ça, je pense que ça va comme une évidence, mais après… tous les rouages énergétiques, etc. Et c'est vrai que j'ai oublié de le dire, pardon, je suis un peu fouillie ce soir, mais un petit peu fatiguée. Veuillez m'excuser. On est en période de pic de vente, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous partez de matières existantes? C'est que vous ne produisez pas d'énergie supplémentaire pour des nouveaux matériaux. Et ça, c'est quand même essentiel. C'est de se dire que le premier impact de l'entreprise, c'est ma matière, elle existe. Si je ne l'utilisais pas, elle aurait été jetée, voire détruite. Il aurait fallu produire de l'énergie pour éventuellement la recycler. Donc, ça aurait eu un autre impact, au niveau de l'empreinte carbone. Donc, moi, ma matière, je lui évite tout ce parcours-là.
Et comme elle est là, je ne produis pas d'énergie supplémentaire pour produire d'autres matières. Donc voilà, pardon, c'était un peu fouillis, mais voilà. Tout ça pour vous dire que tous les maillons sont impactés, à la fois au niveau coût et au niveau organisation. Et bravo, et j'en profite quand même pour dire que l'industrie textile, c'est une des entreprises les plus polluantes au monde. Donc, on dit entre 2 et 7% des émissions de carbone. Et d'ailleurs, il y a quand même beaucoup de décisions qui sont prises au niveau de la Commission européenne pour que les entreprises, vous savez, il y a l'engagement, je crois que cette loi, elle doit être effective à partir de 2023, où toutes les entreprises dans la mode, mais pas que la mode d'ailleurs, devront penser à la circularité du produit, c'est-à-dire à partir du moment où on va mettre en marché un produit, on devra s'assurer que ce produit puisse être recyclé, ou, enfin voilà, on doit envisager toute la chaîne de vie du produit. Et il est temps, il est temps. Il est grand temps, complètement. Lionel, toi de ton côté, tu as redéfini une raison d'être pour The Body Shop et toi aussi, l'engagement va au-delà de cette raison d'être. Tout à fait, mais ce que je voulais d'abord dire, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Virginie et je pense qu'elle nous a rappelé quelque chose de très important, c'est la cohérence. Justement, c'est la cohérence dans le modèle et dans ses actions et je pense qu'on l'a très bien senti. Donc, je voulais juste dire déjà un bravo Virginie. Merci Lionel. Et ensuite, oui, alors je vais un petit peu parler de notre raison d'être qu'on avait définie, je m'en rappelle, voici 3 ans, on nous dit on n'a plus Anita, il nous faut une raison d'être, il faut qu'on la définisse sur un papier parce qu'on n'a plus cette figure de l'entrepreneur justement et de ses valeurs pour nous guider. Donc, il faut qu'on définisse notre raison d'être, c'est quelque chose qu'on a fait de manière collective. Donc, j'avais en charge un petit peu la gouvernance et on l'a défini comme se battre pour un monde plus juste et plus beau. Alors qui peut sembler aussi une grande et belle déclaration qui fait référence à notre héritage activiste, social et environnemental. Mais moi, très vite aussi, j'ai fait en sorte qu'on le traduise avec des principes directeurs dans la manière dont on fait nos produits, dont on développe nos produits, notre communication ou notre expérience client, par exemple. Aussi, quelque chose qui est important, et je le dis pour toutes les personnes dans des entreprises qui envisagent justement de créer une raison d'être, c'est que dès que vous définissez une raison d'être qui est ambitieuse, les gens, et d'abord vos employés, vont guetter chacun de vos pas et juger chacun de vos actes et voir si vos actes sont en cohérence avec vos paroles. Donc, cette cohérence dont on parlait, elle est extrêmement importante. Ils veulent voir si vous vivez vos valeurs de l'intérieur. Et nous, très rapidement, ce que nous avons fait, c'est qu'on a pris un ensemble de mesures fortes qui avaient un vrai impact, à la fois aussi sur notre compte de résultats. Je vais vous donner déjà une première. C'était d'instaurer le living wage à travers nos différentes filiales. Le living wage, c'est tout simplement s'assurer qu'on donne un salaire minimum qui est calculé sur le coût de la vie pour assurer justement à chacun de pouvoir vivre décemment de son travail. Vous savez que dans le retail, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les boutiques, c'est pas forcément des salaires très élevés. Il s'est trouvé qu'en arrivant chez The Body Shop, on avait vu qu'il y avait des gens qui étaient en dessous du living wage quand il est calculé pays par pays. Donc ça, c'était simplement une décision d'augmenter les salaires. Ça nous a coûté et ça nous coûte encore quelques millions, mais je pense que c'était aussi un acte très concret pour montrer que cette raison d'être, on la prenait tout à fait au sérieux. Une autre décision, ça a été la certification B Corp, parce que tout simplement la certification B Corp, ça permet de démontrer que vous avez les plus hauts standards à la fois environnementaux et sociaux, et que c'est quelque chose qui est régulièrement mesuré et que vous êtes sur un chemin je dirais, d'amélioration continue. Une autre décision, alors là, j'avais pris aussi directement, c'était de dire naturellement, on va passer. Alors nous, on a du plastique pour nos flacons et nos contenus. Pour contenir nos formules. C'est-à-dire, naturellement, on va passer en plastique 100% recyclé, mais on va le faire de manière différente. On va le faire via un principe de commerce équitable, en travaillant en fait avec des ONG qui sont en Inde et qui travaillent avec des communautés d'intouchables, qui collectent les plastiques usagés à Bangalore, qui est une grande cité en Inde, et on va utiliser ce plastique pour notre plastique recyclé. Alors aujourd'hui, c'est 15% de notre plastique recyclé. Mon objectif, c'est que ça représente bientôt 50% et éventuellement 100%. On monte en cadence en même temps que eux sont capables, je dirais, de recycler plus de plastique. Donc il y a 2 avantages. Un, c'est que ce plastique qui ne va plus finir dans les océans, puisqu'il faut savoir que l'Inde et l'Indonésie sont les 2 pays qui produisent le plus de plastique qui finissent dans l'océan. Et en même temps, c'est apporter tout simplement aussi un revenu décent à des communautés qui sont largement défavorisées.
Donc, ça coûte également de l'argent. Je vais vous expliquer après comment on finance ça. Mais aussi, c'est quelque chose qui est très en valeur avec nos valeurs, c'est-à-dire qu'on s'occupe de l'environnement, mais on le fait toujours par le biais de l'humain. Et ça, c'est, je pense, une des grandes signatures de The Belly Shop. On a également créé, au sein toujours de l'importance de vivre ça de l'intérieur, on a créé des réseaux, des associations d'employés, on les a favorisés, et qui nous conseillent sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc, on a un réseau qui est un réseau LGBT, qui est fait d'employés de la communauté LGBT chez nous, un réseau qui est dédié à l'égalité des genres, un réseau qui est dédié aux minorités ethniques, et un réseau qui est lié à l'handicap. Et ce sont donc des personnes qui se réunissent et qui nous font des recommandations au comité de direction du groupe. Moi-même, je suis sponsor d'un de ces réseaux. Ils sont venus il n'y a pas longtemps aussi me voir pour me dire, Lionel, on te propose une scorecard, par exemple, pour juger nos produits sur la manière, sur à quel point ils favorisent l'inclusion. Et on s'est mis d'accord, on s'est dit, OK, banco, on y va, et on va pouvoir effectivement, pour moi, c'est une aide formidable. Et à chaque fois, d'ailleurs, qu'on a des campagnes, on utilise ces réseaux pour leur demander conseil. Lorsqu'on fait une campagne sur Pride ou en faveur de la communauté LGBT, naturellement, on vérifie avec eux qu'on est en cohérence avec nos valeurs, et on écoute déjà les personnes qui sont concernées. Qu'est-ce que je voulais vous dire également, c'est que oui, là, pendant les 9 premiers mois après avoir défini la raison d'être, j'ai travaillé naturellement sur une stratégie de marque, une identité, des campagnes inspirées par notre raison d'être. Alors, c'était des communications un petit peu à l'image d'Anita, qui sont militantes, qui sont activistes. On a fait une première, alors c'était peut-être un peu un retour aux sources pour nous, qui était de défendre l'amour de soi, l'acceptation du corps. On a fait aussi une autre campagne avec Plan International pour combattre tous les tabous qui sont autour de la menstruation et des règles, et notamment dans certains pays. Alors, on a un gros marché comme l'Inde, par exemple. Il faut savoir qu'on demande aux femmes dans certaines communautés, pendant leur période de menstruation, d'être hors de la maison. Donc, il y a tout un travail d'éducation qui a été fait avec une formidable mobilisation des activistes, et on l'a mené comme ça dans plusieurs pays. On a fait aussi une grande enquête internationale qui a d'ailleurs prouvé que ce tabou autour de la menstruation n'existe pas seulement dans des pays émergents, mais également dans nos sociétés. Oui. Des campagnes aussi autour de la santé mentale, notamment en faveur des communautés LGBT. On prépare alors une campagne qui est encore secrète, mais dont je suis très fier, qui va bientôt aboutir avec l'ONU, en partenariat avec l'ONU. Donc ça, c'est quelque chose de très excitant aussi pour nous. On évite de plus en plus de travailler avec des influenceurs classiques de la beauté. On n'utilise pas des mannequins, mais plutôt des activistes et des gens qui ont de véritables histoires. Donc, qui peuvent parler, et à chaque fois, même quand on parle de produit, on veut aussi distiller nos valeurs de marque, et on veut des gens qui puissent les distiller. Et enfin, là, on a commencé l'an dernier, et je suis en train avec mes équipes de le déployer dans 80% de nos magasins. C'est un programme de station recharge. Vous pouvez tout simplement venir avec ce qu'on appelle une bouteille pour la vie, a bottle for life, qui est une bouteille en aluminium recyclée. Et vous venez recharger vos gels douche, vos shampoings chez nous. Alors, en parlant de décisions difficiles, je vais vous en donner une. Par exemple, on a décidé de ne plus faire de gamme d'anti-vieillissement. Alors, on est dans le soin, la cosmétique. Donc, on va changer ça. On va les remplacer par de nouvelles gammes. Et là, je parle de gammes qui sont pour nous des gammes commerciales, des gammes vraiment de best-sellers. J'en ai une qui s'appelle Gouttes de jeunesse, Drops of Youth, et qu'on va remplacer tout simplement avec on ne veut plus jouer avec les insécurités des femmes autour du vieillissement, et on va changer tout simplement le nom des produits, on va changer aussi les revendications pour avoir des choses qui sont un peu plus en cohérence avec nos valeurs. On peut parler plutôt de prévention que de tout simplement, parce que je vous le confirme, ça fait 25 ans que je travaille dans la cosmétique. Vous aurez beau utiliser des crèmes, vous n'allez pas avoir 10 ans de moins. Ça, c'est une grande révélation que je vous fais ce soir. Mais néanmoins, on peut prendre soin de sa peau et avoir d'excellents produits. Même chose pour les gammes blanchissantes et éclaircissantes qui avaient été lancées par le précédent propriétaire, qui sont, je pense, vraiment qui ne sont pas en cohérence avec les valeurs d'Anita. Pareil pour Black Friday. Alors, on avait l'habitude de faire Black Friday avec des gros pourcentages de réduction. Donc, c'est quelque chose qu'on a commencé aussi à changer. Alors, on l'a pas fait dans tous les pays en parlant de dire comment on le fait. D'abord, j'ai travaillé sur une campagne
quelques pays ont décidé de suivre, dont la France. Donc, bravo les Français chez Body Shop. Et tout simplement, au lieu de communiquer sur des pourcentages de rabais, nous, on a décidé de communiquer sur des statistiques chocs en matière de violence faites aux femmes, et notamment de tout ce qui est harcèlement sexuel qui se passe dans nos rues, et de travailler au profit de refuges dédiés aux femmes. Donc voilà, une nouvelle manière aussi d'aborder cette période, en jouant d'ailleurs sur les codes de communication du Black Friday avec la couleur noire, des grands pourcentages, mais pour parler d'un thème qui nous est cher. Alors tout ça pour vous dire, évidemment, ça a un coût. Le développement durable a un coût pour nous. Je vous ai parlé de beaucoup de choses qu'on a faites. Ce que nous avons fait pour financer, on fait beaucoup moins de rabais promotionnels, et surtout, on a retravaillé sur un rajeunissement de la marque, en travaillant beaucoup plus sur la valeur perçue, et tout simplement aussi en faisant une montée en gamme. Parce qu'on préfère avoir, plutôt que d'avoir des chasseurs ou des chasseuses de promotion comme clients, on préfère avoir on définit notre cible marketing comme les jeunes femmes éthiquement engagées, des gens qui résonnent véritablement avec nos valeurs. Donc c'est aussi un modèle qui est très cohérent pour ça. Et je pense que ça doit être très cohérent depuis, alors je vais parler comme un marketeur, mais depuis votre cible marketing, votre produit, votre communication, vos valeurs, tout doit résonner ensemble et être porté en cohérence. Et c'est ainsi que ça peut bien fonctionner. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. En tout cas, bravo pour cette cohérence et puis surtout sur ces choix qui sont courageux, puisqu'on est dans de la prise de risque quand même, surtout quand on touche à des gammes best-sellers. Donc, inspirant, très inspirant. Inspirant et impressionnant. Et jusqu'à présent, ça marche parce que nos résultats sont au rendez-vous. Donc, je le dis assez avec un petit peu de fierté. Bravo. Virginie, tu le sais, chez Women, on a à cœur de construire un réseau qui soit bienveillant pour accompagner les parcours et les évolutions professionnelles des femmes. Beaucoup de femmes renoncent ou hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat, souvent par manque de rôle modèle féminin ou de difficultés d'accès aux fonds. Est-ce que tu as quelques conseils que tu voudrais leur donner ce soir ? C'est vrai que c'est pas facile d'être entrepreneur quand on est femme. J'ai pas les statistiques exactes, mais le nombre de femmes qui lèvent des fonds, je crois que c'est 1% des levées de fonds sont faites par des femmes. Donc, c'est sûr que c'est une réalité. Moi, je pense que il faut pas baisser les bras parce qu'on est une femme, et je pense que ça n'a rien à voir avec le fait d'être une femme ou d'être un homme. Je pense que être entrepreneur, c'est avant tout avoir un objectif et ensuite mettre les moyens en place pour atteindre cet objectif. Donc, qu'on soit une femme ou un homme, c'est un peu se dire je veux monter ma boîte, quel est mon objectif personnel ? Et évidemment, il faut que ça recoupe avec, si on est en couple, avec son conjoint, avec les objectifs de la famille, etc. Donc, c'est avant tout écrire sur un papier pourquoi je le fais, qu'est-ce que j'attends derrière. Est-ce que, par exemple, mon conjoint gagne bien sa vie et moi, ce sera un salaire secondaire, donc finalement, je peux me contenter d'avoir une petite entreprise, ou est-ce qu'au contraire, moi, j'ai une ambition énorme, créer une entreprise qui se développe, je veux devenir PDG d'une grosse boîte, etc. Donc, c'est bien poser les bases de cette entreprise qu'on veut fonder pour partir dans la bonne direction, parce qu'on va pas mettre en œuvre les mêmes moyens, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Donc, ça, c'est la base de l'entrepreneuriat. Et ensuite, là, je peux parler par rapport à mon expérience personnelle. C'est vrai que je pense que je suis partie un peu trop au début la fleur au fusil. C'est vrai que c'était il y a 10 ans. C'est vrai qu'il y avait pas encore trop de crises, pas trop de contraintes, et que j'ai l'impression que depuis que j'ai créé ma boîte, je n'ai connu que des gilets jaunes, des Covid, des machins, d'avoir été de crise en crise. Donc, ça c'est pas facile. Du coup, j'en perds le fil de mes idées. Je sais plus ce que je voulais dire. Zut. Oui, voilà. Je suis partie la fleur au fusil. Je reviens à ça. Je pense que ce qui est important, c'est du coup de faire un business plan. Ensuite, une fois qu'on a défini ses objectifs, pour voir en fait quels moyens on va mettre en œuvre derrière. Et moi, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est un peu de me dire, voilà, ça marche bien. J'ai des copines qui ont lancé des boîtes, elles arrivent à se payer à peu près tel salaire. Moi, bon an, mal an, je vais y arriver, et puis on verra bien. Et c'est vrai qu'après, quelques années après que je me suis lancée, c'est là où j'ai vu l'essor du slip français, d'un certain nombre de marques ou des entreprises comme Fago, qui ont été montées par 3 jeunes diplômés de sortie d'école de commerce, qui finalement ont mis tout de suite en place un certain nombre de bonnes practices
Et j'ai un peu regretté de ne pas l'avoir fait. Donc, quelles ont été ces bonnes pratiques? Je pense que c'était d'être plusieurs associés. Je pense que être seul, c'est quelque chose de très, très dur. C'est vrai qu'en 10 ans, j'ai connu des hauts et des bas, des moments de découragement, des moments de plaisir, des moments de succès. Mais je pense qu'être plusieurs, c'est quand même fondamental. Idéalement, 3 associés, je pense que ça peut être une bonne clé parce que 2, ça peut être plus difficile et on peut se retrouver dans la problématique capitale 50-50. S'il y a un conflit, comment on le résout? Donc, c'est déjà le faire avec d'autres personnes, des personnes qui sont évidemment complémentaires. Si moi, je suis styliste, l'autre, il va être commercial et l'autre, il va être financier. Donc, la complémentarité, pas forcément le faire avec des amis parce que on croit que ça va bien se passer et puis en fait, ça se passera quand même rarement bien avec les amis. Et ensuite, c'est dérouler un plan marketing. Voilà, c'est dire, il faut que tout de suite, j'ai le bon message, la bonne identité, enfin un peu ce qu'expliquait Lionel, ce qu'il a refait lui en redéroulant tout son schéma, mais c'est toute sa plateforme de marque à mettre en place. Et si possible, lever des fonds. Si jamais on a la volonté d'avoir une entreprise à grande portée, c'est-à-dire tout de suite avoir les moyens d'avoir une équipe pour mettre en place les actions qui vont bien, pour ne pas s'épuiser, parce que le risque quand on est seul, c'est aussi de s'épuiser. Finalement, on porte toutes les casquettes sur sa tête. On est à la fois styliste, commercial, on descend les poubelles, on porte les cartons, etc. Et il y a un moment où en fait, on est juste épuisé de tout faire. Donc voilà, donc savoir s'entourer, donc avoir une équipe, avoir les moyens qu'il faut pour s'entourer, et comme ça partir tout de suite sur une bonne logique de croissance. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près toutes les clés qui me semblent essentielles pour moi. Merci à toi. Lionel, concernant notre engagement Women, qui est de faire avancer la parité femmes et hommes diplômés ensemble pour pousser l'excellence et puis aussi la performance économique ensemble. Est-ce que tu as des recommandations à nous faire et est-ce que tu as des bonnes pratiques que tu aimerais partager? Bon, je pense déjà, la première chose, et je vais répondre en tant qu'homme, c'est savoir être à l'écoute. Ça me paraît important pour faire avancer la parité. Et le second point, c'est que je pense qu'il faut être aussi volontariste. Alors moi, je vous ai donné un petit peu l'exemple. Alors, être à l'écoute, je vous ai donné l'exemple. Je trouve que c'était une bonne pratique de mettre en place ces réseaux d'employés que nous avons bâtis dans le domaine. Alors, je vous l'ai dit, dans le domaine, par exemple, de l'égalité des genres, dans le domaine et au-delà, puisque de toute façon, je dirais l'inclusion, la parité, ça va au-delà. Donc, je vous ai parlé des réseaux aussi que nous avons d'employés, aussi bien LGBT, handicap ou minorité, donc qu'on appelle BAMI, car voilà, donc ça va un petit peu plus loin. Je vous ai donné l'exemple des scorecards qu'on fait maintenant sur nos produits, et c'est un exemple qui est venu directement de nos équipes. Quelque chose aussi que j'ai mis en place régulièrement lorsqu'on fait des réunions de communication interne, c'est de prendre un thème. On fait le thème contre l'inclusion, et j'invite vraiment tous les départements à venir présenter pour dire ce qu'ils font, aussi bien les ressources humaines, la finance, le procurement, etc. Donc moi, j'ai bien aimé, par exemple, un exemple. On lance une gamme de maquillage avec un très grand choix au niveau des teintes pour vraiment que ça corresponde à tout le monde, qui est ouvert aussi bien d'ailleurs aux hommes qu'aux femmes. Et de dire tout simplement, d'expliquer quand le département achat négocie les ordres de production pour que ce soit au minimum possible, pour qu'on puisse avoir le plus de références possible, vous donnez du sens à votre travail aussi. Vous nous aidez justement dans cette démarche d'inclusion. Donc toujours aussi, je dirais, expliquer aux gens en quoi leur travail a du sens et en quoi il aide nos valeurs. Et relier leur travail quotidien à travers des exemples concrets et avant tout d'ailleurs les inviter eux-mêmes à venir expliquer aux autres et aux autres départements et à leurs collègues ce qu'ils font et en quoi ça donne du sens par rapport à notre raison d'être. Et ça, je peux vous dire que quand on fait ce genre de réunion, les gens absolument adorent et sont très fiers de montrer à leurs collègues ce qu'ils font et qui montrent que tout le monde travaille dans le même sens. Donc ça, je dirais, c'est l'écoute. 2, c'est la valeur d'exemple. Volontariste, on est 50-50 hommes-femmes au comité de direction du groupe.
dans les cosmétiques, ça me paraît assez logique et normal. On a un plan aussi, qui est un plan, et on s'était d'ailleurs fixé comme un objectif aussi volontariste, et d'être 35% au minimum dans le management en faveur des minorités ethniques, sexuelles, handicap ou de personnes issues de classes sociales défavorisées. Donc, on a aussi défini de cette manière. Donc, il y a une démarche qui est volontariste. Et moi-même, alors dans les départements, je gère les départements centraux, j'allais dire globaux chez The Body Shop. C'était d'intégrer, tout simplement d'intégrer plus de gens issus des boutiques en lançant un programme de recrutement de gens qui n'ont pas forcément fait les mêmes études, mais qui ont une autre forme d'expérience et d'expertise qu'ils ont acquis dans les boutiques, et de les intégrer dans différentes fonctions, marketing, RP, formation. Donc, c'était pour la première fois cette année. Alors, pour l'instant, on n'en a pris que 4, mais ça y est, ils ont commencé. Et c'est très différent des profils qu'on avait d'habitude. Et par contre, c'est très enrichissant et certains m'ont déjà commencé à me bluffer dans de belles présentations. Ils amènent quelque chose de totalement différent. Donc voilà, pour moi, c'est plus, d'ailleurs, je dirais, le thème, c'est pas seulement la parité, c'est vraiment l'inclusion dans le sens large. Et voilà. Et c'est quelque chose qui est très important chez les employés de Body Shop. Si vous ne faites pas attention à ça, ils vont vous le rappeler, de toute façon. L'inclusion autour de la cohérence, là, on retrouve la cohérence aussi. Tout à fait. Merci. Isabelle ? Oui, alors je voulais revenir sur un point qui a déjà été évoqué tout à l'heure, notamment par Lionel. C'est tout ce que vous faites, évidemment, de par l'engagement de vos marques, de votre offre. C'est comment vous arrivez à concilier vraiment business, on va dire, et impact positif. Alors Lionel, tu as donné quelques pistes tout à l'heure, peut-être écouter Virginie sur ce sujet d'abord, et puis aussi tous les deux donner des conseils aux alumni qui sont là ce soir, ou quelques bonnes idées, bonnes pratiques dans deux sociétés différentes finalement, ou tailles d'entreprise bien différentes. Donc le côté conciliation business et impact positif, comment ça se passe? Je crois que ça va devenir en fait un must-have pour toutes les entreprises. Enfin, c'est vrai que moi je suis dans le domaine de la mode et on voit de plus en plus d'entreprises qui revendiquent en fait ce côté responsable. Alors avec plus ou moins de crédibilité, plus ou moins de preuves, parce qu'il faut toujours avoir les preuves de son discours, comme on dit. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, donc on est obligé en fait d'être responsable et de faire de la croissance. Donc comme l'a dit Lionel. L'éco-responsabilité, enfin tout ce qu'on va mettre en œuvre pour le développement durable, on a bien vu tout le programme qui mettait en place. Le problème, c'est les coûts que ça engendre. Et donc, c'est comment mettre ça dans un PNL et comment faire en sorte que ça génère aussi du profit. Donc, ça veut dire que en face de tous les coûts qui vont être générés, c'est comment les financer. Et donc, c'est avoir ce discours marketing, c'est la valeur du produit, c'est la valeur du discours et c'est montrer que voilà, les produits qu'on crée sont des produits qui durent le plus longtemps possible. Moi, aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de montrer dans mes produits, c'est qu'ils sont durables par leur conception et durables intrinsèquement par la qualité des matériaux. Donc voilà, c'est comme ça que j'essaie de valoriser en fait et d'inciter les gens à acheter et à croire dans mon produit. C'est un produit qui va être durable de A à Z. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai pas tous ces rouages de l'entreprise, donc je pense que Lionel aura plus de choses à dire que moi là-dessus. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire que c'est un prérequis, qu'après on peut pas le faire. En fonction de la taille de son entreprise, il faut se fixer un objectif. Donc, il faut se dire pour moi, c'est quoi ma priorité. Moi aujourd'hui, c'est vrai que ma priorité, je l'ai fixée dans mon produit. Donc, c'est que mon produit soit vraiment totalement cohérent, totalement responsable. Donc, je l'ai dit dans les matériaux, dans le packaging. Bon, et après, il y aura un stade d'après quand je grossirai. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il faut, je pense qu'en mettant une valeur du produit assez élevée, en valorisant toute la démarche qu'on met en place, ça peut contribuer à contrebalancer tous les coûts qu'on met en œuvre pour ce développement durable. Je laisse la parole à Lionel qui aura sans doute beaucoup de choses à dire sur ce sujet aussi.
Non, mais je pense que je vais probablement répéter certaines choses que tu as déjà dit et très bien expliquées. Je pense que c'est vraiment lié, d'une part, à la cohérence du modèle. Donc, d'une part, nous, c'est vrai, on s'adresse à une cible, on les a définis comme les jeunes femmes éthiquement engagées. Je pense que de plus en plus, d'ailleurs, elles sont de plus en plus éthiquement engagées. Donc, des gens qui bon, les jeunes femmes et naturellement les jeunes hommes, même si les femmes encore en cosmétique représentent l'immense majorité de nos ventes. Donc, avoir vraiment des valeurs et une manière de faire qui résonne avec elles. Il y a un coût qui est lié au développement durable. Je pense qu'il ne faut pas il faut pas le nier. Moi, je le vois bien. On a fait des investissements plus importants. Nos produits coûtent plus cher à produire parce que tout simplement, il y a une dimension sociale et environnementale qu'on a intégrée dans nos coûts. Donc, j'ai très clairement, je mène aussi avec mes équipes une stratégie de montée en gamme sur l'ensemble du mix, hein, que ce soit au niveau des produits, au niveau des magasins, de notre communication. Une forte réduction des rabais, comme je l'ai dit, et puis des hausses de prix qui ont été bien calculées, bon, en augmentant vraiment la valeur aussi que l'on offre à nos clients. C'est des scorecards aussi, pour mesurer l'impact. Alors, je vous ai parlé de l'inclusion, mais c'est aussi mesurer l'impact environnemental de nos produits. Et on s'est embarqué aussi dans une démarche qui est de commencer à faire des analyses de cycle de vie de nos produits aussi, pour s'assurer qu'on soit dans une démarche de progression aussi, de progression continue. Donc, je vois aussi, et alors je regarde avec curiosité en même temps les commentaires, et je vois Valérie, je pense que c'est Valérie Mazon de Danone qui dit intégrer les externalités dans les PNL, et je sais que certaines sociétés aussi font ça et valorisent ça dans la démarche. Alors nous, on n'en est pas encore aussi sophistiqués, mais on a introduit pas mal de scorecards et de life cycle analysis qu'on commence à faire. Je ne vais pas vous prétendre, je ne vais pas mentir en vous disant qu'on fait sur absolument tous nos lancements. C'est une démarche sur laquelle on est en train de se lancer. Et voilà. Et je pense que ce qui permet je suis totalement persuadé, je le vois et je le vis en ce moment, qu'on peut avoir un modèle économique rentable et à la fois plus durable. Je ne vais pas non plus vous peindre la vie en rose en vous disant qu'on fait un changement du jour au lendemain et que tout va bien. C'est une démarche, c'est un voyage, c'est un parcours. Ça prend du temps. Le second point aussi, c'est que une entreprise ne peut pas changer le monde à elle toute seule. Donc, et moi, je le vois régulièrement, c'est-à-dire que on peut être de manière très, très volontariste, mais il va falloir aussi que les gouvernements s'impliquent de plus en plus, que l'environnement autour de nous, alors je pense par exemple à un environnement que je commence à bien connaître, qui est le recyclage, et notamment les entreprises de recyclage et le tri des déchets, etc. J'ai déjà visité pas mal de facilities, pas mal de ce genre d'endroits. Il y a encore énormément de progrès à faire à ce niveau-là pour qu'on arrive à vraiment avoir une infrastructure de recyclage qui soit vraiment performante et qui permette de créer une véritable économie circulaire. Donc, je pense qu'on a tous notre rôle à jouer, déjà en faisant des produits qui soient éco-conçus, qui prennent en compte à la fois les déchets et les émissions de carbone, et en même temps, on dépend de toute une infrastructure et un environnement qui doit bouger également. Donc, je pense qu'on a toutes les entreprises et également les pouvoirs publics un rôle à jouer là-dedans. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant. Moi, quand j'ai débuté ma carrière, j'ai l'impression qu'on était très cloisonné sur son secteur, sur sa petite catégorie, etc. Et maintenant, je pense qu'on est obligé de s'ouvrir beaucoup plus au monde, de rencontrer des universitaires, de rencontrer d'autres sociétés. Mais exactement ce que tu fais, Virginie, aussi. Je pense qu'être à l'écoute des autres, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Travailler avec des startups pour trouver des solutions innovantes. Je vous l'ai dit, visiter des centres de tri ou de recyclage, rencontrer des activistes, des gens qui ne pensent pas comme vous aussi, pas forcément comme vous et qui vont vous challenger. Tout ça, c'est des choses qui nous amènent à progresser. Je trouve vraiment intéressant. J'ai vraiment eu l'impression de sortir du petit cadre de mon industrie, de mon petit cadre habituel,
pour m'ouvrir. Je pense que c'est la condition aussi pour mener le changement parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Voilà. Et il va falloir expérimenter aussi. Je n'ai pas encore, je pense pas qu'on n'a pas encore, comme je dis toujours, il n'y a pas la silver bullet solution qui existe. Il faut entreprendre, il faut innover et c'est aussi comme ça qu'on va réussir. Donc, c'est un mélange de connaissances, de data et d'innovation. Peut-être une question, merci pour tous ces éléments, une question complémentaire par rapport à la mesure de l'impact global du coup de la société, au-delà de mesures qui peuvent être plus ponctuelles sur tel ou tel pan de l'organisation. Est-ce que par exemple, Lionel, tu recommanderais d'utiliser des labels type B Corp ou des outils de ce genre qui peuvent justement permettre de guider les entreprises et de mesurer vraiment l'impact global d'une société? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce point? Tout à fait. Je viens de vous dire qu'on a besoin d'un changement qui soit un changement systémique. Si on veut un changement systémique, ça veut dire qu'il faut créer des mouvements. Et c'est l'ambition de B Corp. L'ambition de B Corp, c'est de créer un changement systémique au niveau de l'économie. Et pour justement faire les choses autrement avec une véritable responsabilité sociale et environnementale. Donc, moi, j'ai pris aussi des petites notes pour dire, voilà, quelles sont les 3 raisons pour moi pour lesquelles, on doit être une entreprise à mission. Après, je vais vous parler peut-être des avantages de B Corp. Voilà, la première, c'est que, je pense que Virginie avait commencé par ça tout à l'heure, son intervention. Il y a un impératif de changement pour l'humanité et puis une société ne vit pas dans un vase clos. Donc, nos entreprises ne vivent pas dans des vases clos. On est dans un écosystème où nous sommes tous interdépendants. Et un des fondateurs de Natura, d'ailleurs, qui est quelqu'un de passionnant, il explique de manière simple, peut-être un peu brutale, il dit toujours on ne peut pas faire de business sur une planète morte. Je pense que déjà, c'est une évidence, donc c'est le premier point. Deuxièmement, si on est aussi très pragmatique, devenir une entreprise à mission, c'est un formidable outil de motivation et de sens et qui peut irriguer tous les services de l'entreprise. Quand je vous ai parlé du procurement, du rôle qu'il pouvait jouer, de la finance, des ressources humaines, ça va bien au-delà, et je l'espère, de la communication et du marketing. Moi, je peux vous dire que voilà, je sens que tous les départements chez nous, tout le monde, le collectif est vraiment impliqué. Je vous ai donné l'exemple des forums qu'on organisait, où j'organisais justement pour donner du sens aux équipes. Et voilà. Donc, je pense que c'est un outil qui est formidable pour bâtir de la culture d'entreprise qui est fondée sur la prise d'initiative, sur la collaboration et la transparence. Donc, je pense que l'impact au niveau de la culture d'entreprise est absolument formidable également parce que tout simplement, ça motive les gens et ça vous donne aussi envie de prendre des initiatives. Troisièmement, je vous ai dit, on peut tourner ça aussi un avantage compétitif et ça peut devenir le cœur de votre stratégie marketing. Je pense que Virginie a une démarche qui est totalement sincère et en même temps, c'est aussi au cœur de sa stratégie marketing chez E2R et je pense qu'il n'y a aucun problème avec ça. Donc, je vous ai dit, pour nous, la cible chez Body Shop, ce sont les jeunes femmes éthiquement engagées et nous savons que notre volonté de changement en faveur d'un monde qui est plus juste et plus respectueux de l'environnement va résonner avec elles et elles seront prêtes aussi pour acheter un peu plus cher certains produits parce qu'elles savent que les valeurs sont là. Enfin, alors pourquoi une certification B Corp? Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de greenwashing, il y a beaucoup de gens qui disent un peu tout et n'importe quoi. Et peut-être certains sont plus forts dans l'art de la communication que dans celui de l'action. Et la certification B Corp, c'est un peu la preuve qu'une société va répondre aux plus hautes exigences en termes environnementaux, en termes sociétal. Et c'est un progrès en plus qui est régulièrement mesuré, puisque c'est tous les 18 mois qu'on y repasse, et qui est validé via une notation. Et surtout, il faut constamment améliorer son score. Voilà. Et les sociétés B Corp, comme vous le savez, c'est un principe de triple bottom line. Donc, c'est les gens, people, planet and profit, c'est les 3 P. Et voilà, il faut que les 3 fonctionnent à la fois. Et moi, c'est d'ailleurs quelque chose que je dis toujours, par exemple, à mes équipes. Si, par exemple, on parle de produits, je dis il faut qu'on soit durable et désirable. C'est pas l'un ou l'autre. Il va falloir qu'on soit les deux. Par exemple, lorsqu'on fait des produits ou lorsqu'on fait une communication, etc. Voilà.
Ce qui est intéressant, je trouve, avec Bicorp, c'est que on dit toujours ce qui se mesure pas n'avance pas ou ne progresse pas. Et quand on discutait dans la préparation de cette interview, tu disais, mais même chez Body Shop, il y avait plein de choses qu'on faisait, mais qu'on ne mesurait absolument pas, qu'on ne valorisait pas. Et on s'y est mis. Ça prend du temps, mais voilà, oui. c'est important de le valoriser. Absolument. Et nous, après, ça nous permet aussi d'en parler et créer ce cercle vertueux auquel on aspire. Alors, on a beaucoup de commentaires en ligne. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, alors je ne sais pas comment vous le sentez vous, mais effectivement, il y a beaucoup de greenwashing, mais il y a aussi beaucoup de bonne volonté en ce moment. Moi qui suis pas mal dans les fonds d'investissement, etc., on parle de fonds d'investissement à impact, il y en a de plus en plus, mais pas que. Il y a des fonds d'investissement qui commencent à franchement se poser des questions sur la RSE, etc. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre et aller dans tout ce qui est ESS. Donc, est-ce que c'est le moment? Faut y aller? Pour rebondir sur ce que tu dis, moi j'entends beaucoup aussi de gens qui sont salariés et qui disent, alors beaucoup de femmes, mais je pense qu'il y a des hommes aussi, qui disent, mais en fait, moi je ne me reconnais plus dans mon entreprise, je ne supporte plus de vivre dans cette entreprise qui n'a aucune valeur ou en tout cas qui ne correspond pas à mes valeurs. Et donc, tu disais la démarche peut venir des entreprises, mais peut-être qu'elle viendra aussi des salariés. On voit énormément de gens qui se reconvertissent, qui cherchent, déjà, il y a l'équilibre de vie, je pense, qui joue aussi beaucoup, mais il y a vraiment les valeurs de l'entreprise. Ils disent, finalement, non, mais j'ai plus envie de ça. Voilà, la planète, il faut la sauver. Donc, voilà. Donc ça, je trouve ça assez chouette de voir que le mouvement est assez global. Et je pense qu'il y a une envie que ces 2 années de Covid nous ont particulièrement éprouvées et ont encore plus aidé à accélérer le mouvement. Et donc ça, on peut dire que des choses positives émergeront de ça. Et pour rebondir juste sur un point dont parlait Lionel tout à l'heure, sur le fait qu'il faut être ouvert et regarder autour de soi. Tout à l'heure, j'ai participé à un talk RSE avec une spécialiste de la RSE, un peu plus dans la mode, mais elle m'a donné des éléments qui étaient complètement troublant de se dire, pour vous donner un petit exemple, là, on a, nous, les pays industrialisés, on a produit, on a l'Inde s'est mis à produire, augmenter les productions de coton, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné des productions de céréales, de matières premières qu'ils utilisent dans leur alimentation au profit du coton. Et ils se trouvent à devoir importer des matières premières pour pouvoir se nourrir. Et vous dites, mais mon Dieu, en fait, le mouvement, il doit être en effet, il faut regarder quel est l'impact de ce que nous on fait à un point de vue international. Et il faut aussi que les pays s'impliquent dedans en disant, non, moi, je ne veux pas qu'il y ait plus de X% de production de coton dans mon pays parce que sinon, mes habitants ne peuvent plus se nourrir. Donc, il y a quand même aujourd'hui un rééquilibrage à faire de la part des personnes, des sociétés et des gouvernements pour que tout ça tourne un petit peu plus rond. Et comme disait Lionel, tout ça, c'est de la systémique, donc toutes les parties du système doivent bouger. Exactement. Dans le bon sens. Merci Virginie, merci Lionel. Je voulais vous demander le petit mot de la fin. Virginie, sûrement d'abord. Oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est obligé de changer tous individuellement de notre façon de vivre au quotidien déjà. Commençons déjà à avoir les bons gestes, de trier, de consommer mieux, de consommer autrement. On a ce devoir vis-à-vis de nos enfants. Tu parles de nos enfants, mais c'est essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont un poids énorme sur les épaules. On sent que ces 2 degrés de la planète, on n'a pas vraiment l'impression que les gouvernements font quelque chose, et notamment les grands pays comme les États-Unis, et voilà, qui sont les premiers à impacter la planète. Donc, je pense qu'il y a vraiment urgence à agir. Et donc, il faut que chacun on agisse à notre façon et collectivement, on va y arriver. Je pense que c'est exactement ça. Hein. C'est tout simplement, pour moi, on va y arriver avec la force du collectif. Donc, c'est en créant des mouvements, en s'ouvrant aux autres, en arrêtant de penser uniquement en termes de concurrence entre entreprises, mais justement en allant vers la voie plus de la collaboration. Et c'est vrai, et je vois que c'est quelque chose qui pour moi a été comme je vous le dis, hein, qui a été un cheminement, qui a été aussi un voyage, mais qui a été quelque chose d'extraordinairement et qui est quelque chose d'extraordinairement enrichissant. Et cette idée pour moi d'être à l'écoute, de s'ouvrir à d'autres secteurs, de rencontrer des experts, d'être dans la curiosité, c'est à la fois
passionnant et indispensable. Et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est par l'ouverture aux autres et la collaboration. Merci beaucoup en tout cas à vous deux. En tout cas, en cette période de fête, je ne peux que inciter tout le monde à consommer utile en choisissant des marques comme les vôtres. Je voulais vraiment vous remercier beaucoup pour ces témoignages inspirants. Pour ceux qui souhaitent rejoindre Women by Neoma Alumni, j'en perds ma voix. Vous avez le lien du groupe LinkedIn dans Converser. Il y a aussi les éléments pour aller regarder le manifeste de Engage for Positive Impact. Donc, n'hésitez pas, rejoignez les engagés de Neoma Alumni. Bonne fête à tous et notez bien les prochains rendez-vous Women's Café le 25 janvier à 13h. On va reparler encore entrepreneuriat avec Cécile Tovel et son mari qui ont créé la Minutrite, une entreprise qui aujourd'hui fait presque 4 millions de chiffre d'affaires et ils nous donneront les clés pour réussir malgré le Covid et sans sacrifier sa vie de famille, période qui est très compliquée. Donc, guettez bien l'invitation. Et puis, Adeline, le 1er février. Le 1er février, un autre rendez-vous, ça sera avec l'auteur d'un livre qui est Nous réussirons ensemble, qui est un livre sur les couples, les carrières, les doubles carrières, les couples à double carrière. Et il y aura également Stanislas de Kersiz, qui a un parcours de CEO que vous connaissez tous chez Neoma Alumni, mais que vous découvrirez avec une facette justement engagée. Donc, marquez sur vos agendas le mardi 1er février de 13h à 14h. Merci beaucoup à tous. Joyeuse fête de fin d'année. Prenez soin de vous et à l'année prochaine. Merci beaucoup. À l'année prochaine. Merci. Merci Virginie et Lionel.